Bonjour, Fabienne Coudary de la Faculté de l'éducation permanente. Bienvenue à cette deuxième capsule sur la moyenne cumulative et l'importance de l'autoréguler pour sa réussite. Elle fait suite à la première capsule sur les explications sur les structures de programme et aussi sur les différentes catégories de cours, dont les cours contributoires à la moyenne cumulative. Alors, je vais faire ça simple. De toute façon, vous pouvez trouver mes tableaux bien très colorés sur les normes de succès d'un cours et les normes de progression dans un programme. Vous trouverez ça dans le document guide du succès étudiant. Mais dans cette capsule, je veux juste donner les principes généraux, pas les détails de à quoi ça correspond en termes de pourcentage, les notes, tout ça. Vous trouverez ça sur le guide. Je veux surtout vous sensibiliser à, avant même de commencer votre premier cours, de comprendre ces normes et à quoi elles correspondent. Parce que nous, croyez-le ou non, on part du principe qu'un étudiant ne planifie pas son échec ou un presque échec ou sur le bord de l'échec. C'est pas ça qu'un étudiant avant tout planifie. Un étudiant planifie sa réussite et je veux vous sensibiliser sur le fait qu'il y a différents niveaux de réussite que l'on peut planifier, mais il faut les connaître. Et il faut connaître des outils pour pouvoir s'autoréguler. Alors d'abord, vous pourrez voir dans le tableau l'échelle de notation de cours. Donc dans la zone verte, il y a différents degrés de réussite du cours. Et dans la zone jaune, c'est des notes où on passe le cours, mais il y a un certain degré d'incertitude parce que ça peut nous faire basculer vers une progression dans un programme qui va nous mettre soit en exclusion ou en probation. Et la zone rouge, c'est des cours où il y a un constat d'échec. Et on veut éviter ça parce que ça tire vraiment vers une moyenne cumulative plus basse. Alors, j'espère que vous comprenez. Vous verrez dans le tableau les correspondances avec chacune de ces zones-là. Et vous, comme je vous ai dit, il y aura le barème. Et dans le premier tableau, ce qui est intéressant de voir par rapport aux résultats en lettres, les notes littérales, ça veut dire quoi, en principe, là, une lettre, en termes d'atteindre des objectifs du cours, d'avoir répondu aux critères exigés dans le plan de cours, etc. Donc, on peut aller du objectif non atteint, échec, à objectif même dépassé, A+. C'est l'excellence. Alors, quand vous allez vous familiariser avec ça, vous allez être à même de comprendre comment réguler une moyenne cumulative, puisque dans le tableau de la progression, il y a aussi 3 zones colorées. La zone de progression normale dans un programme, tout ce qui est en vert. Et ça veut dire qu'en termes de moyenne cumulative, c'est à partir de 2,0 en montant qu'on est dans la zone verte, comme indiqué. Dans la zone jaune, au niveau de la moyenne cumulative, on est en zone de probation, c'est-à-dire ce qui est entre 1,7, en dessous inférieur à 2,0, jusqu'à 1,7 de moyenne cumulative, ça nous bascule dans une mise en probation. Et ça veut dire que l'étudiant doit absolument, on lui impose certaines conditions pour pouvoir poursuivre dans le programme. Et aussi, évidemment, dans la zone rouge de la moyenne cumulative, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 1,7, ça nous place, enfin, ça place l'étudiant dans une mise en exclusion du programme. Il y a les règlements des études du premier cycle qui sont mentionnés, les numéros d'articles qui correspondent à ces situations. Alors, vous avez compris que une moyenne cumulative inférieure à 2,0, même si on a fait tous les cours du programme, ne permettra pas une diplomation de ce programme-là. Évidemment, moi, je vous interpelle sur
le fait que vous pouvez viser une moyenne cumulative si vous la comprenez. Et vous pouvez la réguler. La réguler, ça veut dire vous donner les outils de réussite. Alors, si vous voyez que vous avez certaines difficultés pour réussir certains cours, ben, vous allez chercher les outils pour mieux performer dans les cours suivants. Vous pouvez aussi décider, et ça c'est une stratégie de réussite que j'explique quand je fais mes présentations en vrai, quand on sait qu'on peut réguler, puis on se dit, ben, au lieu de prendre 4 cours dans un trimestre, pendant que je travaille à temps plein, okay? Ce qui n'est pas très réaliste, au risque de, même si je fais tout ce qu'il faut pour réussir, d'avoir une moyenne plus basse, ou peut-être même me mettre à risque de ne pas cheminer normalement, ben, à ce moment-là, l'étudiant peut se dire, ben, c'est peut-être plus sage que je prenne moins de cours dans un trimestre pour pouvoir mieux performer. Et si jamais dans un trimestre, l'étudiant se rend compte que, ouf, là, je me sens dépassée, puis je vais aller chercher de l'aide dans les différents services, ou je vais peut-être demander à mon employeur de me libérer pour certains moments dans le trimestre pour préparer mes examens, etc. Conciliation travail et tout ça, études. Ben, à ce moment-là, si avec tout ça, l'étudiant se dit oh, « j'y arriverai pas », il y a toujours cette période, la date limite d'abandon dans le trimestre. Alors l'abandon, c'est généralement aux 3/4 du trimestre. La date est toujours indiquée, la date limite pour chacun de ces cours est toujours indiquée dans son centre étudiant. Alors, c'est vrai qu'avec un abandon, il faut quand même payer le cours, mais au moins vous évitez le risque de soit vous retrouver en échec ou de vous retrouver avec une note que vous ne souhaitez pas avoir parce qu'elle risque d'être trop basse, parce que vous n'avez pas le temps de finir vos travaux correctement, d'étudier. Et aussi, ça permet, cet abandon-là, de vous mettre plus de temps pour mieux cheminer dans les cours que vous maintenez jusqu'à la fin du trimestre. Alors, je ne sais pas si je suis claire, là, mais c'est que vous avez certains outils, des leviers que vous pouvez utiliser, mais pour ça, il faut les comprendre. Alors, je ne dis pas aux étudiants, abandonnez vos cours. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est prenez conscience que si vous visez certains cheminements, certains niveaux de réussite, soit pour un cours, soit pour une progression dans une structure de programme, ben, il faut que vous connaissiez les outils, les leviers dont vous disposez. Comme ça, vous êtes maître à bord. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour ça, c'est sûr. Pourquoi j'ai décidé de faire cette capsule-là? C'est parce que très souvent, dans le suivi avec les étudiants au niveau du conseil à la réussite, je me suis rendu compte que malheureusement, l'étudiant avait appris trop tard toutes ces réalités-là, puis il me disait, mais personne ne m'a jamais rien dit. Personne ne vous avait jamais rien dit, quoique le règlement des études est là, le règlement propre au programme est bien indiqué, mais aussi dans son plan de cours, il y a une mine d'informations dans chacun des plans de cours pour qu'un étudiant soit conscientisé à pouvoir réguler sa moyenne cumulative. Alors moi, tout ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre les liens dans votre esprit pour vous encourager à exercer votre métier d'étudiant le plus adéquatement possible. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est sûr que toutes ces capsules contiennent des informations qui sont interreliées. Okay? Alors, par exemple, sur la notion du reprise d'un cours, soit d'un cours échoué ou d'un autre type de cours réussi, ben, quelles sont les balises pour pouvoir y avoir droit et pour pouvoir et savoir, une fois qu'on aura repris un cours, soit échoué ou repris, comment ça agit sur notre moyenne cumulative, parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on pense qui est logique qui va s'appliquer. OK, je vais arrêter tous ces petits détails et vous encourager à lire le document. Et dans le document, vous allez avoir des exemples parce que la moyenne cumulative, elle est toujours à partir du premier cours qui contribue au programme. Ça va avoir un impact sur la moyenne cumulative. Mais pour les mises en exclusion puis les mises en probation, c'est à partir de 12 crédits faits dans le programme que le système informatique
balaye et elle regarde tout ce qui est inférieur à 2,0, ça va soit entraîner une mise en probation ou une mise en exclusion du programme. Alors, je donne des exemples, vous verrez, différents exemples, où après 9 crédits, l'étudiant est soit techniquement, mais pas encore, parce qu'il n'y a pas encore 12 crédits, et dans la zone jaune, la zone rouge ou la zone verte. Et comment l'influence d'une note avec un 12 crédits, donc un cours de plus de 3 crédits, comment ça peut faire basculer, faire la différence. Alors pourquoi cette importance, pourquoi j'ai donné des exemples avec 12 crédits? Parce qu'il y a des étudiants qui, par nécessité, soit parce qu'ils sont des étudiants internationaux ou sur des prêts et bourses, etc., doivent, dès le début du premier trimestre, être inscrits à 12 crédits. Ben, ça veut dire que le balayage, il va se faire au trimestre suivant. Donc, si l'étudiant n'est pas informé de tout ça, puis qu'il se dit, moi, avec D, je passe mes cours, la vie est belle, elle est souvent belle. Mais, dans les faits, elle n'est pas si belle que ça, parce que la surprise, elle va être au prochain trimestre. Alors, comme je le dis, vous pouvez aller voir ces exemples-là. Et aussi, j'ai 2 scénarios, l'exemple 5 et 6, où en fait, j'ai 2 étudiants qui ont cumulé l'un 12 crédits dans un programme de certificat de 30 crédits et l'autre 24 crédits, puis ils arrivent tous les deux à la moyenne cumulative de 2,9 et quelques. Et chacun de ces étudiants est intéressé à avoir une moyenne cumulative de 3,3 parce que c'est généralement dans certaines bourses d'excellence la moyenne cumulative minimale qu'on demande, ou alors c'est une moyenne qui est demandée pour le passage au 2e cycle. Alors ces 2 étudiants qui se sont réveillés puis qui ont dit j'ai appris l'existence de tous ces tableaux, puis je veux viser 3,3. Vous allez voir qu'avec 12 crédits et cette moyenne-là, il est encore possible de viser le 3,3 avec les 18 crédits qui manquent, qui doivent être suivis pour compléter le programme, tandis que l'étudiant avec 24 crédits et 6 crédits qu'il reste à suivre, ne pourra jamais atteindre le 3,3. Vous verrez dans l'exemple, parce qu'il faudrait qu'il ait des notes équivalentes à un résultat supérieur à A+, puis ça, il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire aussi d'important? Moyenne cumulative, les constats. L'outil téléchargé, l'outil d'aide au calcul à la moyenne cumulative. C'est un fichier Excel. Alors, fichier Excel, ça vous donne plusieurs fenêtres. Enfin, vous avez à votre disposition plusieurs fenêtres. Il va falloir probablement que vous activiez pour pouvoir faire des modifications. C'est confidentiel, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il est parfois mis à jour, donc ça vaut la peine de le revoir. Mais quand vous faites vous rentrez vos résultats, avant de rentrer des résultats, je vous inviterai à aller voir la première feuille du document Excel où c'est indiqué, nommé « Explication sur la moyenne cumulative » parce que ça va vous rappeler quelles sont les notes et les mentions et quels sont les types de cours qui vont faire partie où vous pouvez inscrire dans le tableau avec les résultats. Parce qu'il y a des cours où la mention, par exemple, abandon. Vous n'avez pas besoin de mettre ça dans votre tableau parce que abandon, ça ne participe pas à une moyenne cumulative. Tous les cours hors programme, en surplus, les cours faits à titre d'étudiants libres mais qui n'ont pas été récupérés dans un programme, ils ne vont pas faire partie du calcul de la moyenne cumulative. Alors, toutes ces explications sont là. Familiarisez-vous avec ça pour avoir une idée juste de votre moyenne cumulative et c'est un outil qui va vous permettre de prévoir des notes. Par exemple, si vous avez eu au milieu du trimestre une note B dans votre intra, puis que vous dites, moi j'ai besoin à la fin de mon cours d'avoir le A+, là j'exagère, là, mais possible. Est-ce que c'est réaliste d'avoir le A+, avec la pondération des
des notes que le plan de cours prévoit ou pas. Puis si c'est si important pour vous d'avoir le A+, pour atteindre la moyenne visée, ben, peut-être que ça serait une bonne idée, à partir de la note de votre intra, de considérer est-ce que j'abandonne ou pas le cours pour ce trimestre-ci. Okay? Donc, il y a ça. Sur le document Excel, il y a donc une page pour le calcul de la moyenne cumulative ou les projections. Et ça vous donne un résultat, vous le prenez en note. Et si vous voulez faire un calcul de votre cheminement dans un bac par cumul, il va falloir que vous repreniez soit des calculs réels ou des projections pour chacun de ces certificats ou de ces programmes qui composent un bac par cumul pour avoir le résultat final de la moyenne. Parce que c'est pas vrai que si on a 3 certificats, 3 moyennes cumulatives, on les additionne, on divise par 3, puis ça donne la moyenne cumulative du bac par cumul. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que vous allez voir qu'il y a des cours qui comptent dans un programme, en termes de crédit, mais dont le résultat, par exemple une équivalence de cours ou une exemption de cours, dont le résultat n'agit pas sur la moyenne cumulative. Ce n'est pas une note, mais ça vous confère les 3 crédits. Alors, le calcul de la moyenne cumulative va devoir être pondéré, parce que quand on fait le calcul d'un bac par cumul, c'est basé sur 90 crédits. Mais dans ce cas-là, quand il y a une exemption ou un cours qui compte en crédit, mais qui n'a pas de valeur numérique, ben, ça veut dire que ça ne sera pas sur 30 crédits, ça va être calculé sur 27. 27, ça ne donne pas 90 crédits. Donc, la pondération, ben là, si c'est 27, ouais, ça reste. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Allez utiliser ces tableaux-là. Si vous avez besoin d'aide, vous m'écrivez, aucun problème. Vous contactez quelqu'un de la faculté, puis on pourra vous aider pour mieux utiliser cet outil ou peut-être aussi vous donner des stratégies de réussite. Alors, on retient 3 choses. Comprendre les normes de succès, de réussite dans un cours, mais à quoi ça correspond en termes d'atteinte des objectifs d'apprentissage. Et aussi, quand est-ce qu'on se met à risque par rapport à un résultat, même si on a réussi dans un cours. On comprend que l'importance de comprendre le calcul de sa moyenne cumulative. Mais on comprend une chose, c'est qu'il y a des étudiants qui veulent viser des moyennes précises, des moyennes cumulatives, et là, ça leur donne les outils pour pouvoir faire en sorte de les atteindre au mieux des possibilités, et que ça ne sera pas par manque d'informations que l'étudiant risque de passer à côté de cet objectif-là. Alors, merci et au plaisir.